J'ai essayé d'amener dans un premier temps un peu différents modèles de Bolex là. Essentiellement des Bolex mécaniques. J'ai ramené aussi des Bolex électriques parce que ça existe et je voulais les montrer. Mais je passerai très peu de temps là-dessus parce que c'est un non-sens au niveau de la conception des Bolex. Ça n'avait pas lieu d'exister ce genre de caméra. Voilà. Bon, c'était des choix qu'ils ont faits pour essayer de suivre la concurrence à une certaine époque. Les films qu'on a vus essentiellement hier, qu'on verra aujourd'hui, ne peuvent être tournés qu'avec des Bolex mécaniques. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu obtenir le même résultat avec ces deux caméras là-bas. Voilà. À mon sens, il y a deux grandes familles de Bolex qu'on va retrouver. On va retrouver des Bolex non réflexes, les premières, et ensuite des Bolex réflexes. Le résultat à l'écran sera le même, on va dire. Le résultat sera ce qui va changer, c'est le confort pour celui qui utilise la caméra, et essentiellement pour cadrer correctement et être sûr que ce qu'on a dans le viseur sera bien ce qu'on a dans l'image. Voilà. On a ces deux premières caméras qui sont à peu près celles qu'on voit ici. Il y a bien un viseur, mais le viseur n'est pas réflexe. En fait, ce qui se passe sur cette caméra, en montant les optiques de cette manière, en fait, on voit que c'est cette optique-là qui va faire la prise de vue. Donc c'est bien celui-là qui va décider du cadre. Donc ce qu'on appelle, ce qu'ils appellent foyer. D'ailleurs, c'est un mot qu'on n'utilise plus maintenant parce qu'on utilise le terme de focale. Donc on va avoir une image qui va être filmée, mais celle qu'on va voir est celle qui passe par cette optique-là, qui est ici. Donc si on n'a pas les mêmes focales, le même foyer, il est évident qu'on n'aura pas du tout, ce qu'on verra dans le viseur ici ne correspond pas du tout à l'image qu'on aura. Donc ça, c'est typique des caméras non réflexes. Alors il y a eu ils ont cherché quand même des solutions pour contourner ça, qui est une pièce rapportée ici qu'on appelle le viseur parallaxe, donc qui est sur le côté. Alors il y a un premier modèle, celui-là est assez ancien, l'image est petite. Ils sont rapidement ensuite passés sur ce deuxième modèle aussi. Voilà, qui se monte de la même manière sur le côté. D'ailleurs, on voit quelques personnes là prendre les images et on voit bien qu'ils ne regardent pas par ce viseur, ce faux viseur réflexe, mais bien sur le côté par ce deuxième viseur. Alors, sur le fonctionnement de celui-ci est un peu contraignant tout de même. Si je décide de monter un 25 mm sur ma caméra, je dois régler ici ce viseur à 25 mm et estimer ensuite la distance de l'objet que je filme en mètres. Quand je connais cette distance, je règle la distance sur ce deuxième réglage. Théoriquement, à ce moment-là, on a un cadre qui est à peu près correct. C'est-à-dire qu'on va retrouver sur l'image bien ce qu'on voit dans ce viseur. Je l'ai déjà utilisé personnellement, c'est pas trop mal. Le résultat est pas trop mal. Je dirais que sur les focales très longues, sur les zooms, il faut un peu se méfier quand même, mais pour des angles, pour les focales jusqu'à 50 mm, la plupart des gens utilisent, je ne sais pas, je connais des utilisateurs ici, je ne connais pas beaucoup de gens qui ont utilisé des optiques plus de 50. Donc c'est correcteur parallaxe pour les caméras non réflexes, et on va trouver, c'est très bien qu'on m'ait amené ça, on va trouver cette optique. Donc celui-ci est de fabrication française, Benoît Berthiaud, fabriqué à Levallois-Perret, date de la même époque. Se montait sur la caméra et lui, à cet endroit-là, donc c'était un zoom, donc on ne montait qu'un seul optique, se montait à cet endroit-là et on avait le viseur sur le côté de la caméra, à l'endroit, il suffisait d'enlever ce faux viseur ici et on pouvait utiliser donc ce zoom Pan-Sinor à la place de l'optique. Voilà. Donc c'est donné une vraie réflexe. Mais bon, le système qui est là aussi, une partie de la lumière est supprimée pour être envoyée, donc on parlait un peu de lumière. Il y a un prisme, c'est-à-dire qu'il y a un prisme supplémentaire à l'intérieur, qui ensuite a été mis à l'intérieur des Bolex réflexes, mais c'est le même principe de prisme qui va supprimer environ 20% de la lumière. Voilà. C'est d'ailleurs pour ça que les Bolex donnait des tables de correction lorsqu'on calculait, si on voulait faire tous les calculs à la main, diaphragme, ainsi de suite, cellules. Bolex donnait des tables de correction qui indiquaient la valeur réelle, en fraction de seconde évidemment, de l'obturation. Voilà. 1/80e, on dit, oui, de seconde pour une Bolex réflexe à 24 images secondes de mémoire.
L'avantage de ces caméras-là, c'est qu'à l'achat, si on veut en acheter une, donc les solutions, c'est surtout, maintenant c'est Internet ou aux enchères ou des sites, voilà. C'est les caméras les moins chères. Au niveau du prix, on peut acquérir une bonne caméra entre 150 et 250 € sans souci, quoi. Voilà. Mécaniquement, entretenir aussi, le système quand même qui est à l'intérieur, le système d'obturation est beaucoup plus simple. Donc là aussi, ce sont des caméras à ouvrir, entretenir, qui sont à la portée de l'amateur. Voilà, c'est un peu moins délicat que les suivantes. Je continue à les présenter de l'extérieur. Je passe au Bolex Reflex maintenant. Alors on voit le prisme qui est ici. Donc le prisme qui est là transmet 80% de la lumière vers le film, 20% sont redirigés vers ici. Alors oui, dans une pièce ici, à 2 miroirs en fait, et redirigés vers le viseur. Donc 20% perdus dans le viseur. Ce prisme-là est basculable pour le nettoyer. Voilà, on le voit ici ouvert, ce qui permet d'accéder aux 3 faces pour les nettoyer. Et ici, il est remis en position. Donc, cette pièce-là est importante puisque les défauts de cette pièce, quand même, seront vus sur l'image. Autant on peut avoir un viseur sale sur une caméra, c'est pas gênant puisque ça ne sera pas sur l'image. Ici, lors de l'achat d'une caméra, c'est quand même une pièce qu'il faut regarder de près quand même. Les traces de choc, les rayures et aussi les décolorations, puisqu'elles elles sont traitées anti-reflet, ces pièces. Si elles sont trop abîmées, il vaut mieux chez des caméras à éviter. Les Bolex, on va les différencier essentiellement. Il y a eu quelques évolutions. Alors par exemple, sur celle-là, on voit ici, nous avons, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun réglage de l'obturateur sur ces caméras-là. C'est-à-dire que l'obturateur est un obturateur fixe. Le temps d'exposition ne peut pas être changé, sauf en changeant la vitesse. On voit une scène filmée à 64 images secondes avec du trou attelé. Pour filmer les scènes très rapides ou des objets en mouvement, ensuite, Bolex a introduit une des premières innovations, c'est ce système-là qui permet de régler l'obturateur et même de le fermer complètement. Ça a permis, alors c'est un levier qu'on retrouve ici, et qui permet donc, dans cette position d'être ouvert complètement, on peut fermer l'équivalent d'un demi-diaphragme à un diaphragme, donc ça permet par exemple de filmer des objets très rapides et éviter qu'ils soient flous. On peut aussi complètement fermer le diaphragme pour faire des fondus, c'était prévu comme ça. D'origine, c'était un gadget qui se plaçait devant, qui était un iris, voilà, qui était beaucoup moins pratique. Donc c'est une des premières évolutions qu'on voit sur les Bolex, qui a permis de faire pas mal d'effets. Ça permet aussi de masquer le film lorsqu'on veut revenir en arrière, de réembobiner le film pour faire de la surimpression. Ça évite de remettre le bouchon devant l'optique. Ça avait ce côté aussi pratique pour la surimpression. Toutes les caméras, ensuite, toutes les Bolex étaient prévues de ce dispositif-là. Voilà. Les premières caméras avaient une base ronde ici, donc pas très stable. Ça tient, mais parce que sans optique, avec des optiques, c'est des caméras qui tiennent assez mal. Donc ils sont venus assez rapidement sur une base ici qui était plate, donc qui permet aussi de filmer sans avoir besoin d'un trépied, sans avoir besoin de... Et puis bon, même avec un zoom, on verra tout à l'heure, même avec un objectif très lourd, elle restait très stable. Donc ça, c'est une des premières évolutions. Il existe 3 types de viseurs réflexes. Alors dans l'ordre, on trouve celui-là. Ensuite, celui-là est arrivé plus tard. Et on trouve les tout derniers, là, ici. Voilà. Celui-là a un agrandissement de 6 fois. L'image est vraiment très petite dans le viseur. Celui-ci a un agrandissement de 10 fois. C'est le préféré des cinéastes. C'était Jonas Mekas, on en a parlé hier, utilisait plutôt celui-là parce qu'il disait que, et d'autres cinéastes aussi, disaient que la mise au point est très facile à faire avec ce viseur-là. Celui-là a un grossissement de 13 fois. C'est très confortable, on a vraiment une grande image dans le viseur. On distingue bien ce qu'on a quand même, surtout avec un grand angle. Un grand angle avec le petit viseur, on ne sait pas très bien ce qu'on filme. Certains disent que la mise au point était un peu plus difficile avec ce viseur,
C'est possible, c'est possible. C'est une question de, je pense, plus une question de goût qu'autre chose. Voilà. Ce modèle-là est le plus courant. Ce viseur-là est le plus courant. Les caméras qu'on voit, qu'on trouve en vente la plupart du temps sont équipées plutôt de ce viseur-là. Ce modèle-là a été équipé plus longtemps sur les années et puis aussi en nombre. Je pense en nombre parce qu'il correspond en fait aux grandes années Bolex. Il correspond plutôt, ce modèle-là correspond aux années 60, milieu des années 60. Et donc c'était vraiment quand l'usine tournait à plein rendement, quoi. Une évolution aussi, une des dernières, qui était prévue, c'était de pouvoir monter un magasin 120 mètres de pellicule, puisque la pellicule peut être vendue en 30 ou en 120 mètres. Donc, alors j'ai pas ramené de magasin parce que c'est ce qu'on appelle les oreilles de Mickey. Donc c'est un gros chargeur qui se monte sur les caméras qui sont équipées du sabot ici en haut. Honnêtement, je m'en suis jamais servi du magasin 120 mètres, puisque pour une bonne raison, c'est que lorsqu'on utilise le magasin 120 mètres, il doit être équipé d'un moteur. Donc on doit monter un moteur électrique sur sa caméra Bolex, donc c'est plus une Bolex, voilà. Je peux vous monter le genre de moteur, hein, c'est très discret. Voilà, donc ça se monte devant. Et puis on raccorde pas mal de câbles, une très grosse batterie en dessous, et ainsi de suite. Donc on se retrouve avec une caméra électrique de 15 kg, sachant qu'une éclair en pèse 6, une éclair ACL en pèse 6, et une coûtant un peu plus. Pour moi, ça a du sens uniquement si la caméra était montée sur un appareil de laboratoire, un appareil de banc-titre ou un appareil de trucage. Ça pouvait se comprendre. Sinon, pour faire de la prise de vue en extérieur, bon, voilà. Je ne conseille pas la Bolex pour la faire fonctionner avec ce genre d'accessoires. On les appelle les Rex 1, Rex 2, jusqu'à Rex 5. Bon, c'est pas très net parce que les évolutions n'ont pas été aussi tranchées, aussi franches d'une caméra à l'autre. Il y a ce modèle, les toutes dernières, qu'on appelle la Rex 5, était aussi vendue sous le nom Rex 4, c'est-à-dire qu'elle n'était pas équipée de ce sabot-là. Honnêtement, c'est beaucoup plus pratique. Pour monter les optiques, il y a eu deux variantes. On a ici les caméras qui sont appelées les caméras à tourelle. On pouvait basculer rapidement d'un optique à l'autre, avec aucune correction à faire au niveau du viseur, puisqu'on est en réflexe, quoi. Cette tourelle-là n'était pas prévue pour fixer des objectifs lourds. Un peu quand même, ils ont prévu ici ce système, ici, qui permettait de bloquer la tourelle pour pouvoir supporter des objectifs très lourds. Celle-là, qui est plus ancienne, n'est pas équipée de ce système. Vous pouvez monter un zoom dessus. Ce qui va se passer, c'est que le zoom va appuyer sur la tourelle, de la lumière va s'infiltrer par le bord de la tourelle, le film sera voilé. Donc, on aura des belles lignes blanches en bas de chaque image. Voilà. Donc, si on veut utiliser un zoom, il faut faire attention à cette pièce-là qui doit être... donc sur les autres modèles, hein, elles y sont. Évidemment, sur les non-réflexes, elles n'y sont pas. Donc, ici était prévu cette monture baïonnette. Alors, c'est une électrique, bon, mais peu importe. Mais en tout cas, la monture était la même. On pouvait ainsi monter des objectifs très lourds, parce qu'on voit quand même que le système de fixation est beaucoup plus sérieux. Je leur reproche une chose, c'est que le système de fermeture et de réglage de l'obturateur variable n'y est plus. Ils l'ont supprimé, on ne peut plus jouer sur cette valeur. Donc je pense qu'on a vu certains films qui n'auraient pas pu être tournés dans ces conditions-là. C'est quand même quelque chose qui est utile. Sur une Bolex, c'est une des choses qu'on a sur la Bolex qui est utile quand même. Voilà. Ça permettait par contre de monter donc, des objectifs beaucoup plus volumineux et lourds, quoi. On peut, éventuellement, était prévu, des adaptateurs de ce type qui permettaient de monter des petits optiques sur cette platine-là. Sauf qu'il en fallait une poire optique. On passe son temps à changer d'optique, à le démonter. Donc l'appareil, ça n'avait pas vraiment de sens. Si on veut utiliser des optiques fixes, il faut prendre une Bolex à tourelle. Voilà. Si on n'a pas envie d'investir dans des optiques et puis d'avoir le jeu complet, ben on utilisait donc des zooms. Plusieurs fabricants fabriquaient des optiques pour Bolex, adaptées pour les Bolex réflexes. La marque Kern, je crois, n'a fabriqué des optiques que pour Bolex. C'est une marque qui est apparue avec Bolex à une certaine époque et qui a disparu avec, puisqu'il n'a plus
Il n'y a pas de cairn avant les Bolex, il n'y a pas de cairn après, et puis il n'y a pas de cairn vendu pour d'autres appareils, en fait. Donc ces optiques-là, cairn, qui étaient que pour Bolex, ont la monture baïonnette. Ces optiques étaient prévues, étaient équipées d'une cellule intégrée. Qui peut être, ça c'était quand même une chose qui peut être intéressante aussi. Voilà, on a deux modèles, celui-là ouvre un peu moins, c'est un 1886, et là on a un 1600. C'est le dernier qui était proposé, hein. Celui-là a été. Ces deux optiques ont été beaucoup vendues. Alors ils sont assez massifs parce que la construction à l'intérieur est très simple. La construction optique est très simple. Ce sont des optiques de très bonne qualité. À l'entretenir, ça ne me pose aucun problème. Ça peut être démonté complètement nettoyé, remonté, regraissé, recalé. Ça se fait en une bonne journée. Ces optiques-là fixes, c'est autre chose. C'est autre chose. À réparer, ça peut être très lourd comme travail. Donc ça, c'est au niveau rapport focal, donc de 16 à 100 mm. C'est quand même, on a pratiquement tout. On a la cellule, donc peu de risque d'erreur, hein, quand même, d'exposition. Celui-là a un zoom électrique en plus, mais ça, je trouve ça insupportable, personnellement. Voilà. Celui-ci n'est équipé que de la cellule intégrée. Il y a eu plusieurs versions, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, voilà. Celui-là est un peu plus simple. Ce sont des optiques donc très solides, et puis surtout l'entretien, voilà, s'il faut le redémonter dans 10 ans pour le renettoyer, ça ne pose aucun problème. Donc on voit aussi qu'ils ont existé en monture C et en baïonnette, hein. On avait le choix, j'ai ramené les deux là. Voilà. On a ce qu'on appelle le tirage. Le tirage, c'est la distance exacte entre le plan là, sur lequel va appuyer l'objectif et le film. Cette cote-là, en C, est fixée, elle fait 17,526 mm, quelque chose comme ça. Elle doit être parfaitement calée. Si on utilise ça, plus un autre adaptateur et ainsi de suite, on va finir par perdre cette précision. Donc, avoir des images de moins bonne qualité ou floues. Voilà. Par exemple, si on démonte une éclair ou une ACL, le plan film, le couloir du film et le plan de l'objectif sont démontables et sont démontés dans des parties qui peuvent se déplacer l'une par rapport à l'autre. Donc il faut le conformer. Bolex a réglé le problème en se disant je fais tout d'une seule pièce. Donc même si cette pièce-là n'est pas au bon endroit, la fenêtre, le couloir est là, la base de l'optique est ici. Cette distance-là ne pourra jamais bouger. On aura beau démonter la caméra autant de fois qu'on veut, cette distance-là ne bougera pas. Voilà, ou tellement peu que c'est négligeable. C'était une solution assez astucieuse pour régler ce problème-là. Et effectivement, j'ai jamais eu de Bolex qui avait des problèmes de tirage. Voilà, à chaque fois qu'il y avait un souci, ça venait de l'optique, mais jamais de cette pièce-là. Toutes les caméras 16 mm ont cette valeur-là. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que justement, on va revenir sur une chose qui est assez importante. On voit ici, il y a des optiques qui ont été prévues ici. Donc, j'ai oublié celui-là, mais par exemple, si on veut faire des économies ou qu'on veut filmer dans des conditions un peu de cascadeur, on peut acheter des zooms Fujinon qui étaient montés sur des caméras vidéo de bas de gamme. On peut trouver ça pour une trentaine d'euros dans cet état-là. C'est en très bon état, parfaitement propre. Ça se monte sur une Bolex sans problème, hein, sans aucun souci. Il y a juste une chose. Le prisme de la Bolex introduit un défaut de chromatisme. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va séparer les couleurs. Donc quand vous allez faire la mise au point, vous risquez d'avoir... Il faut aller vraiment... Bon, il faut avoir l'œil et puis des appareils de mesure. Mais c'est-à-dire que tout ce qui va être dans la lumière verte va être net. Mais tout ce qui est de dominante rouge va être derrière le plan film. Et tout ce qui va être bleu va être de l'autre côté du plan film. Donc ces deux couleurs-là vont être floues. Tout ce qui est vert est net. Et tout ce qui est rouge et bleu va être flou. Alors, Bolex a demandé aux fabricants qui travaillaient avec lui, donc tous les optiques sont marqués. Celui-là, c'est écrit ici, H16 RX, RX comme réflexe. C'est le cas de cet autre cairn, évidemment, RX. Nous avons un Sweetard, un cairn Sweetard, il est marqué RX. Ici, un Berthiaud français marqué RX pour Bolex. Et le troisième, un Schneider allemand marqué Cinegon RX. Donc, ces optiques-là sont prévus pour corriger le défaut de chromatisme du prisme de la Bolex. On peut utiliser d'autres optiques, même des optiques qui ne sont pas RX. Bon, c'est pas crucial non plus, voilà.
Et je connais des gens qui ont filmé, je pense que ces optiques-là ont dû filmer déjà, et les images peuvent être tout à fait correctes. Voilà. Voilà. Ces optiques en fait sont corrigées jusqu'à 50 mm. Au-dessus de 50 mm, donc celui-là par exemple, qui a un 75 mm, qui est long là, peut être monté sur une Bolex RX ou pas. D'ailleurs, il n'y a aucune indication dessus. En dessous, si ce n'est pas marqué RX, par exemple, Sweetard, écrivez AR. Voilà, donc un 25 mm Sweetard AR se monte là-dessus, et un 25 mm Sweetard RX se monte sur une réflexe. Une chose quand même, certains optiques qui n'étaient pas prévus pour Bolex RX sont un peu plus longs ici. Et l'erreur, c'est de les monter sur une caméra réflexe où le prisme est derrière. Ce qui va se passer, c'est que vous allez écraser le prisme avec l'optique, le casser, et donc là, bon, voilà. Gros souci. Donc faire attention quand même quand on les monte, juste à la longueur. Ici, il n'y a aucun souci, sur celle-là, il n'y a rien derrière, quoi. Donc, des fonctions qui ont été donc beaucoup utilisées. Alors, évidemment, cette caméra marche jusqu'à 64 images secondes, de 12 à, alors là on a vu, c'était de 8 à 64 pour les tout premiers modèles, c'est passé de 12 à 64 par la suite. On a cette fonction d'image par image, qui est assez simple, hein. Une image. On pouvait déclencher de cette manière, ou aussi on voit beaucoup, la prise en main la plus simple, c'était celle-là quand même. Le bruit est normal, c'est pour ça que je l'ai amené. Voilà, donc ça c'est le bruit que vous entendez là à l'avant, c'est une caméra qui n'a pas été graissée, qui n'a pas été utilisée depuis 30 ans. Donc celle-là va passer bientôt à la réparation, je pense. Donc l'image par image, et puis le défilement continu. C'est une première possibilité. Donc pouvoir jouer aussi donc, sur le temps d'exposition, en jouant directement sur l'obturateur. Donc on pouvait même doubler le temps doubler le temps d'exposition, donc travailler sur des objets ou des images très rapides. Alors on pouvait débrayer, donc cette caméra-là, on passe sur 0, on libère le frein, et là la caméra peut être entraînée à la manivelle. Il y a deux types de manivelles, c'est celui-là. Voilà, et on pouvait tourner et utiliser sa caméra de cette manière. À chaque tour, on prend 8 images. On peut le faire en marche arrière si on veut, et ainsi de suite. Voilà, donc on avait ici un fonctionnement. Donc le film de Menkel, je pense qu'il a été tourné comme ça, à la main, avec à peu près cette vitesse-là, puisqu'on l'avait peut-être même moins rapidement que ça. Voilà, donc, ici, effectivement. Ouais. Oui, effectivement, oui. Effectivement, on peut même, alors effectivement, on peut aussi s'amuser à rester obturateur complètement ouvert, pause B, là, il n'y a pas de limite. À pleine vitesse, si on arrive à tourner assez vite, on fait 2 tours à la seconde, on va être à 10, 16, 18 images secondes. Ça va donner la même vitesse à peu près que si on utilise le moteur. Voilà, donc ça, c'est des fonctions qu'on a uniquement sur les Bolex. Il n'y a que cette marque de caméra qui proposait ceci. Alors, ça avait aussi une autre fonction, ça permettait d'entraîner la caméra par un moteur pour faire de l'animation ou ainsi de suite, quoi. Si on cherche sur Internet, on va trouver des dizaines et des dizaines de moteurs de fabrication maison, même maintenant. Fabriquer un intervallomètre ou un petit moteur maison pour une Bolex, ça c'est du do-it-yourself, comme on dit maintenant. Il y a plein de choses, il y a plein de gens qui font des choses très bien chez eux. Il suffit juste d'avoir une petite manivelle comme ça, et on scie le bout, parce que la forme de la manivelle est propre au Bolex, on sciait le bout, et puis n'importe quel moteur électrique faisait l'affaire. Voilà. J'ai le cas de la Truca de l'Etna, qui est toujours pas finie, n'est-ce pas? Ça arrivera un jour, c'est le problème que j'ai justement, il nous manque une pièce comme ça, qui doit entraîner la Bolex, qui est sur une Truca, donc c'est une machine qui permet de doubler des images, de travailler, de copier, de faire des surimpressions. C'est une machine de laboratoire. Donc, on va le mettre en démonstration. Donc, à la main, évidemment, c'est toujours le même petit levier qu'on doit manipuler, mais sur cette caméra-là, on pouvait, pendant la prise de vue, lancer en appuyant, l'obturateur est fermé, et en appuyant ici,
on réouvre l'obturateur. Donc ça permettait de faire du fondu. On pouvait aussi s'amuser, fermer l'obturateur, couper le moteur, prendre sa manivelle, revenir un peu en arrière et refaire la même chose à l'ouverture. Et on obtenait un fondu enchaîné. Voilà. Donc c'est le système qu'ils appellent le Rexo Fader, voilà. Qu'on peut enlever, on peut le retirer. Le problème c'est qu'on le retire, il a une manivelle un peu spéciale qui est un peu plus longue. Tous les gens qui ont retiré le fader parce que ça les embêtait et qui ont laissé l'ancienne manivelle un peu longue, je récupère les caméras avec la manivelle cassée au ras du filetage. Donc en général, pareil, il faut percer, Il faut percer et faire un trou au milieu de la caméra. Donc voilà. Lorsqu'on charge la Bolex, on tourne dans le sens contraire. C'est-à-dire que si c'était un filetage, une vis normale ici, elle se desserrerait. Pour démonter la manivelle, on serre, on va dans l'autre sens. Voilà. Donc c'est un filetage inversé. Le problème, c'est que les gens qui essaient de le démonter forcent de plus en plus, en pensant la desserrer. Plus ils tirent, plus ils la serrent, jusqu'à rupture de la petite pièce qui est là. Et là, bon, voilà. Donc c'est la seule pièce où le filetage est inversé. Le petit viseur, le rouge, là, on peut faire un demi-tour et il y a deux échelles. Il y a pied et mètre, oui, il y a les deux, il suffit de tourner la pièce, mais des fois elle coince un peu. Et passer le rouge, il passe en bas ou en haut, voilà. Il y a deux petits ergots, on peut passer une pince là. Alors attention, sur beaucoup de caméras est indiqué le défaut de l'œil. Sur d'autres marques de caméras, c'est la correction, donc c'est le contraire. Voilà, donc des fois ça va être plus, moi je sais que c'est 1,5, sur certaines ça va être... Donc ici sur les Bolex, effectivement c'est la correction apportée, donc il m'indique moins 1,5. Sur une ISO Super 8, sur une ACL, je dois la régler à plus 1,5. Voilà, effectivement. Alors oui, c'est bien de parler de la dioptrie, beaucoup de gens oublient ça avant de filmer. Première chose qu'on fait, c'est qu'on règle le viseur à son œil. Donc on a un réglage pour l'œil ici, qui se fait par cette petite vis, mais il n'y a aucune indication, il y a juste un point rouge qui permet de se rappeler de sa valeur à soi et de retrouver le même point. Et sur les modèles suivants, c'est un peu mieux fait. Voilà, donc on a une bague de serrage, on desserre cette bague, on peut régler ici, on a bien une échelle graduée, donc là, et on voit ici assez bien que ça déplace toute la partie du viseur, qui se déplace d'avant en arrière. Donc à faire avant chaque prise de vue. Après, c'est pareil, il faut être sûr de son optique aussi. Il faut être sûr que l'optique soit bien réglée, mais en général, bon, il n'y a pas... le problème aussi, c'est que le prisme peut être réglé. Donc le fait qu'il soit réglable, il peut être déréglé. Quelqu'un l'aura touché, l'aura déréglé, la caméra aura l'air correcte, mais il y aura des problèmes de mise au point, de dépoli, de choses comme ça. Si on ne connaît pas ces défauts possibles, on peut filmer sans s'en apercevoir. Par contre, au développement et à la projection, c'est là qu'on verra qu'il y a un problème. Donc oui, très important, il faut le faire. Et effectivement, sur le dépoli, il faut être sûr de la position du prisme. Et aussi à l'infini, il faut être sûr de son optique après. Voilà. Les possibilités, c'était aussi qu'on pouvait utiliser de la double perforation dedans et la retourner. Donc certaines des toutes premières Bolex, attention à ça aussi, les toutes premières Bolex étaient équipées uniquement pour la double perforation. Donc on a deux rangées de dents sur les galets. Donc si on essaie d'utiliser la pellicule de maintenant qui n'a qu'une rangée de perforation, il y a un problème. Donc ce n'est pas une opération trop délicate, hein. Les galets se sortent facilement, ça passe 2 minutes sur un tour. Et puis voilà, on supprime la rangée de picots d'un côté et ça peut être remis en route. La marche arrière, c'est la glace un peu perfo, puisqu'en fait la griffe, il y a deux griffes, une qui est vers le haut et une qui est vers le bas. Voilà. Donc en fait, c'est jamais la même griffe qui travaille. Par contre, filmer en marche arrière, c'est une assez mauvaise idée, parce que ce qui va se passer, et là j'ai amené un bout de film, je pourrais montrer, c'est un peu délicat. Ce qui se passe, c'est que lorsqu'on tourne en marche arrière, à cause des jeux qu'il y a dans la caméra, l'obturateur n'est plus au bon endroit. Donc on va avoir un problème de filet, c'est-à-dire qu'à un moment où l'image va se déplacer alors que l'obturateur est encore ouvert. Donc on se retrouve avec des images qui glissent à la projection. Donc ce n'est pas une bonne idée. Les dernières EL, ils avaient corrigé ce défaut. Il y a un système qui fait que le jeu est rattrapé et donc en marche arrière, on peut filmer aussi. Que ce soit à la manivelle ou avec un moteur pas à pas ou un moteur électrique, à partir du moment où la caméra tourne en marche arrière, l'obturateur se désynchronise. Voilà, il y a du jeu. La dernière caméra qui est chez moi, qui vient de l'Etna, c'est le problème qu'elle a.
C'est que là, il est tellement désynchronisé qu'en fait, même en marche avant comme marche arrière, il y a un filet. Voilà. Alors, c'est pas grand-chose, hein, et je vais sortir cette pièce-là. C'est 3 petites vis ici qui ont tendance à se desserrer. Il suffit de les resserrer en retrouvant la bonne position. Voilà. Quand on repasse en marche avant ensuite, le jeu reprend la bonne position et ça tout redevient normal. Mais tant qu'on tourne en marche arrière, on le verra. Alors j'ai une borne ici sur laquelle j'ai fait des repères. Voilà. Et quand je teste les caméras, je ne dois pas voir ces repères-là bouger pendant que je travaille à la main. Voilà, ça me permet de vérifier que la caméra et la griffe, enfin l'obturateur et la griffe sont bien synchronisés, l'un par rapport à l'autre. Parce qu'il y a quand même beaucoup de pièces entre les deux. Il suffit qu'il y en ait une qui est bougée pour que ça devienne impossible. Filmer en marche arrière, c'est bon, on peut le faire, mais il faut des fois un peu ouvrir la caméra, vérifier, recaler un peu certaines choses. Voilà. C'est plutôt prévu pour faire des fondus ou pour faire de la surimpression. Mais filmer en marche arrière, je pense que la meilleure solution, c'est de mettre la pellicule, d'utiliser de la double bande, la double perfo, et puis et de l'introduire à l'envers dans la caméra, quoi.